Merci de votre fidélité. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Après une longue période de stabilité, le monde des paiements doit s'adapter pour accompagner les tendances de consommation actuelles dans un contexte d'effervescence, d'innovation et de renforcement de la concurrence. Pour répondre à ces défis, comment identifier les conditions pour réussir une innovation dans les paiements? Quel rôle le digital peut-il jouer dans cette évolution? Comment l'Afrique aborde le virage de la digitalisation des paiements? L'accélération du paiement digital en Afrique, avantages et inconvénients. On en parle avec nos invités sur ce plateau, M. Dounian Koulibaly. Vous êtes le directeur marketing de Bizao. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Vous êtes spécialisé dans le paiement digital. Et avec vous aussi sur ce plateau, nous sommes avec M. Idriss Martial Monté. Vous êtes le directeur général de CNetPay, aussi spécialisé dans, on va dire, la monétique, électronique et autres. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Mais d'entrée de jeu, vous êtes dans des domaines un peu techniques pour nous autres. On voudrait comprendre, Bizao, c'est quoi exactement? D'accord, donc pour définir Bizao en un mot, on dirait que Bizao est une fintech. Et le mot fintech est lui-même en fait une contraction de deux mots, la finance et la technologie. Donc Bizao est un acteur en fait qui offre un ensemble de solutions autour de la finance technologique. Finance technologique, CNetPay, où est-ce que vous intervenez? C'est quoi l'histoire de CNetPay? CNetPay, c'est une fintech également qui est spécialisée dans les solutions de paiement et des transferts d'argent. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 8 pays en Afrique francophone et nous avons pour ambition d'être présents dans les 15 pays à l'horizon 2025. L'histoire de CNetPay, c'est très simple. C'est l'histoire de deux jeunes qui développent un site de e-commerce et qui font face à un problème de solutions de paiement en ligne. Donc, ils ont du mal à pouvoir encaisser des paiements en ligne. Donc, à l'origine, on développe une solution pour pouvoir résoudre un problème. Et après, on se rend compte qu'il y a des milliers de personnes en Afrique francophone qui ont le même problème et ça devient une plateforme de paiement. Cela devient une plateforme de paiement et beaucoup de nos jours, aujourd'hui, on parle beaucoup de paiement digital, paiement digital. Concrètement, c'est quoi le paiement digital? Parce qu'on entend beaucoup de choses. On a les mobile money, tantôt on nous parle de crypto-monnaie, tantôt on nous parle de paiement en ligne, les cartes Visa. De manière simple, comment est-ce qu'on peut définir un paiement en ligne? C'est quoi les paiements en ligne? D'accord, ben déjà un paiement digital. Paiement digital. D'accord, en fait, à l'opposé du paiement digital, il y a le paiement, on va dire, en espèces. Voilà. Ou c'est par exemple un paiement qui utilise un style comme un chèque, par exemple. Vous voyez un peu. Donc pour faire un chèque, en gros, c'est un document papier sur lequel en fait je vais mettre des informations que je vais remettre à quelqu'un. Donc je peux payer avec un chèque. Ou je peux simplement payer avec des espèces, comme ce qu'on fait d'habitude en fait à l'épicerie et un peu partout. Et à l'opposé de ces deux-là, il y a des modes de paiement digitaux. Donc le mode le plus connu en fait, c'est la carte bancaire, par exemple, qui est utilisée. Donc à chaque fois que j'utilise ma carte, c'est un paiement digital que je fais. Et en plus de la carte bancaire, désormais en Afrique, on a un phénomène qui s'appelle le mobile money. Donc le mobile money, c'est un compte virtuel qui est rattaché à un numéro de téléphone portable. Donc lorsque je paye une facture d'électricité, par exemple, en utilisant une syntaxe USSD, je fais un paiement digital. Et aujourd'hui, depuis la crise en fait, des subprimes en fait, de 2007, on a eu la naissance justement du Bitcoin et de plusieurs autres crypto-monnaies, donc qui permettent également de faire des paiements digitaux. Donc pour résumer, on dirait qu'un paiement digital, c'est un paiement qui utilise un canal de paiement digital. Un canal de paiement digital. Alors, on a besoin quand même d'une certaine logistique, d'un certain dispositif pour rentrer dans ce canevas-là. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir des paiements digitaux, on va dire, beaucoup plus étendus sur le continent africain? Alors, ce qu'il faut pour avoir beaucoup plus de paiements digitaux sur le continent, c'est d'avoir une très bonne infrastructure en connectivité. Donc, il faut que, même dans les zones les plus reculées, qu'on puisse avoir accès à Internet ou bien qu'on puisse avoir accès au téléphone mobile aujourd'hui avec le mobile money. Donc ça, c'est vraiment le socle, c'est la base pour pouvoir avoir le paiement digital. À côté de ça, il faut des acteurs. Il faut des acteurs comme des émetteurs de monnaie électronique. Il faut des acteurs qui développent des porte-monnaies électroniques. Il faut des banques qui émettent des cartes de crédit. Et au-dessus de tout ça, aujourd'hui, on a des fintechs qui essayent de combiner plusieurs solutions pour pouvoir offrir une solution beaucoup plus simple et beaucoup plus facile aux e-commerçants ou bien aux commerçants. Et c'est cet écosystème-là qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir vulgariser et divulguer. Mais je dirais que pour compléter, il faut une bonne réglementation et il faut aussi un appui des pouvoirs publics pour pouvoir accompagner le dynamisme du paiement digital en Afrique. Alors parlons justement de réglementation. On voit que beaucoup de personnes, en tout cas d'un certain âge, une certaine classe,
ont encore peur, ça c'est vraiment un facteur psychologique, de venir vers ces paiements-là, parce qu'il y a cette petite insécurité ou grande insécurité en matière de données personnelles. Parce qu'avant, la personne pouvait prendre son chèque tranquillement, partie déposée, mais là, quand vous faites une transaction, il y a tout un lot de données personnelles qui sont mises sur le cloud, disponibles à tout le monde. D'accord. En réalité, bon, en fait, là, vous parlez de personnes âgées. Donc, oui, bon, je prends le cas des personnes âgées par rapport au petit sondage qu'on a fait, mais ça concerne pratiquement tout le monde. Ok, d'accord. Donc, je dirais que l'adoption d'une technologie, on va dire de rupture comme le digital, met forcément un peu de temps quand même. Et on peut dire, par exemple, que le digital est très utilisé, en fait, de nos jours. C'est pas le même taux d'adoption, par exemple, depuis les années 90 jusqu'aux années 2000 et aujourd'hui, en fait, en 2021. Il est important de savoir que lorsque vous utilisez un canal digital de paiement, vous avez plus de sécurité que lorsque vous utilisez en fait un canal en fait classique comme les espèces ou comme par exemple un chèque. Et je vais le démontrer facilement. Lorsque vous utilisez en fait des espèces que vous retirez dans un distributeur et que vous sortez, vous pouvez faire agresser. S'il pleut par exemple et que la pluie vous tape dessus, du moins en fait la pluie vous tombe dessus, vos billets sont inutilisables par exemple. Il y a le risque aussi d'avoir des faux billets aussi, qui est très très fréquent en réalité. Lorsque vous utilisez un chèque par exemple pour faire un paiement, quelqu'un peut falsifier votre signature, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc il faut savoir que lorsqu'il y a utilisation de canaux digitaux, il y a derrière en fait une infrastructure technologique robuste. Et il y a des standards justement qui sont mis en place justement par les acteurs, par les écosystèmes, par les régulateurs qui permettent de certifier la qualité des transactions. Il y a des standards par exemple comme tout ce qui est PCI DSS, il y a des standards comme, et même, il y a des protocoles de sécurisation en fait des transactions. On parle de l'OTP, on parle de FreeDS, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour résumer en fait là-dessus, pour moi c'est juste une appréhension qu'il faut dépasser. C'est comme lorsque la voiture arrive et qu'on a l'habitude en fait d'utiliser un cheval ou d'aller à pied. On dirait que si j'utilise la voiture, il y a un risque d'accident. Oui, le risque, il existe, mais ce n'est pas la voiture qui l'a créé, parce que la voiture, en réalité, est sécurisée. Il y a des limitations de vitesse, on dit au virage, voici ce qu'il ne faut pas faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour moi, il faut dépasser cela. C'est une crainte, en fait, qui n'est pas fondée. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, dans mon propos, utiliser un canal classique de paiement en espèces ou avec des chèques, ça présente plus de risques de fraude que d'utiliser, en réalité, un canal de paiement, en fait, digital. Le seul aspect en fait qu'il faut intégrer, c'est qu'il faut s'habituer à ne pas voir l'argent avec un œil de profane. Mais il faut savoir que l'argent est numérisé, mais il existe. C'est comme lorsqu'il y a un bien en économie et il y a un service. Lorsque vous payez pour votre assurance, par exemple, vous ne voyez pas l'assurance en fait que vous suit à la maison. Mais le jour où vous avez un sinistre, l'assurance se manifeste directement. Donc, ce n'est pas parce que je souscris à un service que le service n'existe pas. En économie, il y a les services, il y a aussi les biens. Donc, même lorsque l'argent n'est pas tangible, il faut savoir en fait qu'il existe et il faut faire confiance justement en fait à ce système-là. Alors, vous avez quelque chose à ajouter parce que moi, il y a une question qui revient sur le facteur risque. C'est bien beau d'avoir... Bon, je vais le dire tout court, c'est bien beau d'avoir mon argent sur moi. Je vais lutter contre la pluie pour ne pas que mes billets soient mouillés. Mais je le dis parce que j'ai entendu lors d'un débat, par exemple, cette histoire de crypto-monnaie. Une fois que le propriétaire, c'est-à-dire celui qui a les codes, la personne arrive à décéder, ses ayants droit, ceux qui sont à côté, ils ne peuvent pas avoir accès à ses finances, à ses biens, parce que c'est lui seul qui détenait ses codes, ses accès. Est-ce que là aussi, ce n'est pas un problème ? Oui, c'est vrai que toute innovation vient avec des risques. Dans le domaine du paiement, vous avez parlé des données à caractère personnel. Je pense que les régulateurs prévoient l'encadrement de la protection de ces données. Donc, il y a des lois qui sont là et les acteurs du secteur comme nous, les fintech, on respecte textuellement cette réglementation pour protéger dans un premier temps les données à caractère personnel. Oui, il y a souvent aussi des risques de fraude. Il peut arriver que quelqu'un usurpe ma carte de crédit et effectue une transaction, mais il y a toute une procédure aussi pour pouvoir recouvrer son argent. Ce que vous dites, c'est réel, c'est vrai, et je pense que la réglementation est en train d'avancer pour pouvoir prendre en compte ce type de compte, parce que généralement la loi ne gère que le compte bancaire et les dispositions existent si jamais vous décédez et qui a accès à votre compte bancaire. Mais par exemple, votre compte mobile money, il n'y a presque pas de dispositions qui disent que si vous mourrez demain qu'il y a 1 million dessus,
à qui revient ce compte bancaire? Oui, effectivement, c'est risque. Et je pense que toute innovation vient avec son lot de risques. Et c'est le rôle de nous, les acteurs que nous sommes, de mettre en place tous les dispositifs nécessaires pour rassurer les populations, pour les encourager et pour sécuriser les transactions qu'ils effectuent. Donc, c'est comme ça que le monde a toujours fonctionné. Il y a eu des innovations, il y a eu des risques, mais on a continué à avancer. C'est comme dans la vie de tous les jours. On va qu'à nos occupations, mais les voleurs sont là. Donc, la police est là pour sécuriser, pour protéger, pour faire en sorte qu'on puisse vaquer tranquillement à nos occupations sans être inquiété par les bandits qui rôdent autour de nous. Moi, je voulais compléter peut-être juste ce qu'il dit en fait en disant qu'il faut dissocier les types de paiements digitaux. Le Bitcoin ou les monnaies, on va dire, cryptées, n'ont strictement rien à voir avec, par exemple, des paiements digitaux comme des paiements faits par carte bancaire sur un canal digital ou des paiements faits, par exemple, avec du mobile money. Lorsque vous utilisez, par exemple, le mobile money, vous savez que la zone géographique dans laquelle vous êtes est régulée, soit, en fait, dans notre cas ici, par la BCAO, qui donne un statut qui s'appelle le statut d'émetteur de monnaie électronique. Donc, ça veut dire que les autorités vous protègent. Quand vous allez en fait utiliser Orange Money, il n'y a pas d'inquiétude à vous faire parce que la Banque centrale y veille. Lorsque vous utilisez une carte bancaire, par exemple, c'est la même chose parce que la carte bancaire a été rattachée généralement à un compte bancaire qui est domicilié en fait dans un pays, donc qui est régulé en réalité. Et à l'opposé, vous avez aujourd'hui les crypto-monnaies qui fonctionnent sur un système, on va dire, informatique distribué où il n'y a pas d'organe de régulation. Donc, il faut peut-être distinguer les deux. On va dire que pour l'instant, le Bitcoin et les crypto-monnaies en fait existent. Ils font leur bout de chemin. On ne sait pas ce que ça va devenir, mais il ne faut pas nécessairement en fait rattacher la connotation de ce qu'ils ont avec les canaux classiques de paiement en fait que nous essayons de promouvoir en fait en tant que des fintech. Alors, on a vu aussi pendant la crise de Covid, on est encore toujours dans cette crise, beaucoup de secteurs se sont plaints ou continuent de se plaindre, mais on voit que malgré dans cette crise, il y a certains secteurs quand même qui arrivent à sortir la tête de l'eau et profitent un peu. On a vu un peu que c'était le boom au niveau du e-commerce, mais pour que le e-commerce puisse vraiment s'installer, il fallait que vous soyez là pour mettre le dispositif financier pour pouvoir faire ces transactions. On a vu aussi que pendant cette même Covid, les gens évitaient de sortir, donc ils faisaient les transactions à distance. Alors après cette crise, comment capitaliser cette nouvelle habitude que les populations ont de faire les transactions, on va dire des e-transactions maintenant, de faire ces paiements digitaux? Comment capitaliser cette habitude? D'accord. Déjà, des acteurs comme nous, les fintech, on existe parce qu'il y a un besoin. C'est d'abord ça, et c'est fondamental en fait, en réalité. Parce que, bon, moi je suis un ancien e-commerçant, par exemple. Donc en 2014, lorsque on commençait le e-commerce avec des entreprises que je ne vais pas citer, il y avait plus de sceptiques qu'autre chose. Ils disaient, ben, ça ne sert à rien, les mecs c'est des lunaires, je préfère toucher la marchandise moi-même, je préfère l'essayer et tout. Mais lorsque la crise du corona est arrivée, personne ne peut sortir, il y a les confinements. Mais ces gens-là ont été obligés de trouver un autre moyen de pouvoir justement, on va dire, s'approvisionner. Et donc, naturellement, même les commerçants qui étaient réticents à basculer au mode, on va dire, de distribution en ligne, ont compris que s'ils ne faisaient pas, ben, il y a péril dans la demeure. Et donc, dès l'instant où les commerçants adoptent massivement les canaux de paiement, on va dire de distribution digitaux, naturellement, il y a la phase du paiement qui arrive. Et lorsque la phase du paiement arrive, c'est en cela que des PSP, comme ce que nous faisons, justement interviennent pour les aider à collecter les paiements de manière, on va dire, digitale et sécurisée dans le but justement de pouvoir leur rendre leur argent dans les meilleures conditions possibles. Donc, comment capitaliser là-dessus? Pour moi, la crise du corona est venue montrer qu'on n'a pas d'autre option que d'entrer sérieusement dans un processus de digitalisation pour que, à minima, les clients puissent avoir l'option, le physique et le digital. Et lorsqu'il y a une situation, on va dire un cas de force majeure, qui fait que les populations ne peuvent plus se déplacer, bah, dans ce cas, le digital prend le relais. Je pense que mon collègue en fait, parlait tout à l'heure en fait, du cas du transfert d'argent. Il y a un cas simple. Hein. Lorsque vous êtes à Paris, que vous voulez envoyer de l'argent en, fait, en Côte d'Ivoire, vous utilisez un canal de transfert d'argent. Je ne vais pas citer d'entreprise pour ne pas aller faire de la publicité. Mais pour retirer l'argent, la personne qui est en Côte d'Ivoire, si elle se trouve à Sinématiali, qui est mon village par exemple, ce qui se passe, c'est que probablement, peut-être que la compagnie utilisée là n'est pas représentée dans ce village qui s'appelle Sinématiali. Et donc du coup, il y a une difficulté déjà pour aller retirer l'argent.
Et deuxième chose, dans un cas où le Covid, par exemple, circule, ce qui va se passer, c'est qu'on va dire aux gens, les agences sont fermées. Vous voyez? Donc, grâce à des acteurs comme les fintech, celui qui envoie de l'argent depuis la France peut l'envoyer directement sur le compte Mobile Money, par exemple, de la personne qui se trouve à Sinématiali. Vous voyez? Ce qui fait que la solidarité qui est manifestée continue d'exister. Parce que la personne reçoit le même montant sur son Mobile Money. Donc, pour me résumer, en réalité, comment capitaliser? La crise a montré que le besoin existe et il faut se préparer pour que lorsque ce genre de situation arrive, on ne ferme pas en fait la boutique. Donc voilà, je dirais en fait ça en quelques mots. Et ça, c'est l'exemple de particulier à particulier, mais on voit aussi que les gouvernements s'y mettent résolument maintenant. On a vu en Côte d'Ivoire tout récemment le paiement des impôts, le e-impôt comme ils le disent. Est-ce que c'est vraiment les gouvernements doivent se lancer dans ce secteur-là? Et puis, est-ce que ça aide les paiements digitaux? Est-ce que ça aide à lutter contre la corruption justement? Bon, je pense que le meilleur acteur qui peut accélérer la digitalisation dans un pays, c'est d'abord le gouvernement. Parce que la majorité des services que nous consommons, que nous utilisons, souvent, c'est des services entre le citoyen et le gouvernement. Donc, oui, ça aide que les gouvernements prennent le lead, commencent à se digitaliser vraiment les services qu'ils offrent aux populations. Et ça aide énormément les populations. Imaginez que vous avez besoin d'un extrait de naissance à Sinématiali, comme il a dit. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez, soit vous avez un parent à Sinématiali, soit vous vous déplacez d'Abidjan à Sinématiali pour aller faire établir juste un extrait de naissance avec tous les risques sur la concours, les risques d'accident sur la route, les risques de coupeur de route, les risques de ceci ou de cela. Aujourd'hui, si le gouvernement digitalise juste la demande d'extrait de naissance, vous pouvez rester chez vous, à domicile, commander sur une plateforme en ligne votre extrait et vous faire livrer à domicile. Et ça, c'est quelque chose que nous, les acteurs de la FinTech, on encourage le gouvernement à aller vers ce type de solution. Oui, énormément, ça aide à lutter contre la corruption. Parce qu'il y a corruption, parce qu'il n'y a pas de traces. Et si demain, avec les paiements digitaux, on arrive à créer et à mettre en place des traces et des historiques pour chaque transaction, pour chaque acte délivré par un gouvernement ou une administration publique, pour chaque service délivré à une population, vous allez voir que la corruption va diminuer. En tout cas, nous, on travaille pour pouvoir accompagner ces gouvernements à digitaliser leurs services et à rajouter le paiement digital et à leur donner toute la traçabilité pour pouvoir supprimer ce qu'on appelle les personnes qui créent la corruption et qui encouragent et qui font perdurer la corruption dans nos pays. Alors, on le voit aisément avec ces propos préliminaires, on peut comprendre que vraiment le paiement digital, c'est quand même l'avenir des paiements et des transactions financières. Mais à vous entendre parler comme ça, c'est vrai que ça bénéficie à ceux qui viennent. J'utilise le paiement digital, ça m'évite de me déplacer, j'ai un gain de temps. Mais ces applications, cette logistique, il y a un coût. Et beaucoup jugent que ce coût, ces tarifs sont encore élevés. Est-ce que dans les années à venir, avec la concurrence ou avec la multiplication, le développement des technologies, on peut s'attendre à une baisse de ces tarifs? D'accord. Je pense que pour répondre à la question, il faut adresser en fait par segment. D'accord. En réalité. C'est-à-dire que lorsque vous prenez un marchand qui décide en fait de digitaliser ses paiements, naturellement, il y a un coût pour lui. Mais pour l'utilisateur final, il n'y a pas de coût, en réalité. Donc ça veut dire que si l'État décide aujourd'hui, ou nos gouvernants décident par exemple, de permettre à ce que les certificats de nationalité, les extraits de naissance par exemple, que la demande puisse se faire en fait sur un canal digital, donc numérisé, donc traçable, il y aura un coût pour l'État. Mais le coût, il est très 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 faible en fait en réalité, comparé à tout ce que l'État perd en fait en corruption. Vous comprenez un peu? Et derrière aussi, moi je renonce souvent à faire certaines démarches, par exemple, simplement parce qu'il y a trop de temps à perdre là-dedans, en fait. Aller m'arrêter devant le palais de justice, donner l'argent à quelqu'un, je ne sais même pas c'est qui va me promettre en fait un certificat de nationalité, vous voyez un peu. Donc il y a aussi un manque à gagner, en fait, je vais dire pour le cas de l'État spécifiquement, en fait, si on prend ce cas-là. Maintenant, si on part vers les utilisateurs finaux, je pense que ce que l'on doit faire, c'est de faire en sorte que les utilisateurs finaux puissent payer le moins possible. Et aujourd'hui, c'est pratiquement le cas. Lorsque vous ouvrez un compte de Mobile Money, je ne pense pas qu'il y ait de l'argent payé. Hein. C'est gratuit. Mais dans les transactions, sur chaque transaction, il y a un pourcentage qui bien sûr. Donc,
écoutez, je ne vais pas tirer en fait sur les émetteurs de monnaie électronique, mais je dirais qu'il y a un travail à faire aussi qui peut être aussi tarifaire, de manière à pouvoir aider justement en fait les utilisateurs finaux à pouvoir l'adapter, du moins à pouvoir l'adopter. Mais l'adoption d'un service, c'est pas uniquement que on va dire les frais. Pour moi, c'est très important en fait, parce que si ça m'évite beaucoup d'inconfort, par exemple, je suis prêt à payer légèrement plus, en réalité. Vous voyez? Donc pour moi, c'est un win-win en fait, en réalité, parce qu'une technologie a forcément un coût. Si vous voulez avoir en fait un débit ultra élevé, par exemple avec la fibre optique, et que vous voulez plus utiliser en fait la DSL, il y a forcément un coût. C'est comme une carte Visa que vous avez. Si vous voulez une Platinum, par exemple, qui vous permet en fait de retirer beaucoup d'argent, il y a nécessairement un peu plus d'argent qu'il faut payer. Voilà. Mais le coût aujourd'hui, il n'est pas insupportable. Lorsque, encore une fois, on prend le cas des extraits de naissance, l'État met en place un processus de transformation digitale sérieux et concret. Au bout de 6 mois, 1 an, ce sujet, on n'en parle plus. Vous comprenez? On n'en parle plus. Et donc, du coup, tout ce qui est corruption, tout ce qui est perte d'argent et tout ce qui va avec, bah pour l'État aussi, c'est fini. Parce que désormais, toutes les transactions vont être réalisées en fait avec du mobile money ou avec une carte bancaire. Et c'est quelque chose qui peut se faire en fait de manière concrète. Et on pourra mesurer, on va dire, le gain, en termes de satisfaction des usagers, des utilisateurs, mais également en termes de gains, même sur les recettes même de l'État. Je ne vais pas citer en fait un exemple, mais il y a un ancien directeur général en fait des douanes en Côte d'Ivoire qui est très connu. Lorsqu'il a décidé en fait d'informatiser le système de gestion des douanes, on a vu que les recettes de l'État avaient fortement augmenté. Voilà, donc c'est la même chose en fait pour le paiement digital. Alors, résolument, le paiement digital, on doit s'y aventurer. Quelles sont, selon vous, des pistes de solutions pour vraiment accélérer le paiement digital en Afrique et vraiment profiter de cette opportunité? Bon, les pistes sont très simples et elles sont connues. Je pense que les personnes concernées y travaillent. Dans un premier temps, c'est d'accélérer la connectivité de nos villages, de nos villes en connexion Internet. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il faut vraiment qu'on commence à repenser notre business model et il faut que le gouvernement commence à repenser la manière dont il délivre des services et les entreprises aussi repensent la manière dont ils délivrent des services aux particuliers, aux entreprises en allant vers la digitalisation. Donc la deuxième étape pour vraiment aller vers du paiement digital, c'est la digitalisation. Et je pense que la dernière étape, c'est l'adoption de ces paiements digitaux par tous les commerçants qui existent. Imaginez un seul instant où vous sortez, vous n'avez pas de cash chez vous, vous avez votre carte de crédit et vous avez votre compte Orange Money. Dans le taxi que vous prenez au bord de la route, vous pouvez payer votre taxi avec votre compte Orange Money. Dans le restaurant où vous faites un tour, vous pouvez payer votre repas avec votre compte Orange Money. Dans le pressing où vous retirez vos habits, vous pouvez payer avec Orange Money. Vous vous sentez plus en sécurité, alors que quand vous marchez avec du cash, c'est risqué, on peut vous agresser. Souvent, on peut vous agresser, ne serait-ce que même pour 5 000 francs, parce que l'agresseur, quand il vous agresse, il ne sait pas exactement combien vous avez dans votre poche, mais quand il finit son travail, il se retrouve avec un butin de 5 000. Donc, moi, je pense que les pistes sont là, les acteurs comme les fintech aussi sont là pour accélérer le paiement digital. Donc, pour moi, aujourd'hui, nous sommes dans une phase vraiment de sensibilisation, d'éducation de nos gouvernements, des entreprises et des utilisateurs. Et quand cette phase de sensibilisation passera, vous allez voir qu'il y a un boom qui va se faire au niveau du paiement digital. C'est inévitable. Aux États-Unis, dans les pays développés, c'est ce qui se passe. J'ai posé la question à un ami la dernière fois qui est dans un pays développé. La dernière fois où il a payé avec du cash, il m'a dit que ça remontait à 2 ans. Donc, vous voyez l'ampleur que ça a pris dans ces pays. Et je suis convaincu que dans les années à venir, ça va arriver en Afrique et nous, on est là pour accompagner tous les acteurs pour pouvoir atteindre cet objectif. Accompagner les acteurs pour atteindre cet objectif. Rapidement, en 30 secondes, si vous devez dire comment vous voyez l'avenir du paiement digital en Afrique dans les 10, les 15 prochaines années. Moi, je pense que le paiement digital aura certainement le même avenir en fait que la téléphonie mobile. Lorsque dans les années, on va dire dans le milieu des années 90, en fait, la téléphonie mobile est arrivée, c'était un luxe. C'était pour les privilégiés. Aujourd'hui, la question ne se pose plus. Pourquoi? Parce que le coût d'acquisition d'une carte SIM a drastiquement chuté. Avant, c'était 25 000 francs. Aujourd'hui, c'est quasi gratuit. C'est 500 francs. Et à l'époque, acheter un téléphone portable, c'était vraiment du luxe. Aujourd'hui, c'est basique.
parce qu'il y a des téléphones pour toutes les couches de la société. Donc pareil, le paiement digital aujourd'hui commence comme étant quelque chose pour un cercle d'illuminés, mais dans les années à venir, je suis convaincu que le paiement digital va s'imposer. Pourquoi? Parce que les populations africaines ont une capacité à adopter très vite les technologies. Aujourd'hui, tout le monde utilise WhatsApp. Même ma tante qui ne sait pas lire et écrire utilise WhatsApp. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a la fonction de la note vocale désormais. Donc ça sera la même chose en fait en réalité. Donc il y a un challenge en fait pour les acteurs comme les fintech, comme les émetteurs de monnaie électronique, comme les banques, c'est de constamment innover et justement d'inspirer confiance. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est l'État qui régule tout ça. Et donc si l'État devient notre premier sponsor en disant désormais j'encourage massivement l'adoption des paiements digitaux et surtout toutes les interactions avec les usagers doivent se faire désormais en fait par les canaux digitaux, naturellement en fait le paiement digital ira, on va dire, grandissant. Paiement digital en Afrique, quel défi à relever pour pouvoir s'imposer ou devenir le quotidien de populations africaines? C'était le thème de notre échange et nous étions avec M. Dounian Koulibaly, directeur marketing de Bizao Group, et M. Idriss Martial Monté, directeur général de CNetPay, spécialisé dans la monétique électronique. Merci de nous avoir suivis et à tout moment, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.mediantv.com. Agréable suite au programme sur nos antennes.